and we're going to move to our last presentation, which will be in French. Du coup, Judith Didi Coulibaly qui va nous partager son expérience en tant que femme et scientifique en Côte d'Ivoire, ainsi que les activités de son hôpital. J'ai l'honneur d'être parmi les orateurs. C'est vrai que j'ai eu les deux oratrices qui m'ont précédée ont parlé de physique et d'astronomie. Moi, je viens parler de cancérologie. Et de cancérologie dans un environnement qui est différent du vôtre. Aussi que c'est l'objet de l'invitation, c'est comment on allie femmes en Afrique noire. Je suis en Côte d'Ivoire, donc en Afrique de l'Ouest. Et il m'a été également demandé de partager mon expérience parce que j'ai l'honneur d'être la directrice du premier centre public uniquement destiné à la prise en charge des cancers en Côte d'Ivoire, qui est le CNRAO. Être femme et être scientifique, c'est un véritable challenge, surtout en Afrique, mais c'est possible. Et surtout en Côte d'Ivoire, c'est possible. Il y a beaucoup de femmes scientifiques. C'est vrai qu'on souhaite en avoir beaucoup plus, mais c'est dire que c'est possible et il faut continuer à challenger les jeunes chercheurs pour qu'elles adhèrent à la cause. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai été invitée à présenter mon parcours académique. Comment on fait en Afrique quand on veut être scientifique et quand on est une femme, bon, c'est la même chose pour tout le monde, mais le parcours académique, présenter ce que je fais à la direction du premier centre de lutte contre le cancer de Côte d'Ivoire et évoquer également les pistes de collaboration possibles entre vous et notre hôpital si vous le souhaitez. Nous, en tout cas, on le souhaite. En ce qui concerne le parcours, j'ai fait quasiment toutes mes études en Côte d'Ivoire. J'ai obtenu le baccalauréat en 1988. Série C, c'est l'équivalent du bac S dans le système français, donc en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait des certificats d'études spéciales en hématologie à Abidjan également. J'ai été docteur d'État en médecine à Abidjan en 2002. Et je suis partie en 2002 à Tours pour mon stage de spécialisation. Et là-bas, j'ai pu y faire un diplôme de soins palliatifs parce que je m'intéresse également aux soins palliatifs et à l'accompagnement, un DU de scénologie. Et puis à Paris, parce que je m'intéresse à la recherche, j'ai pu faire un DU de méthodologie statistique, d'épidémiologie et de recherche clinique, etc. Et je suis revenue en Côte d'Ivoire parce que comme en France, on ne nous fait pas, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes dans des hôpitaux en France, les postes, généralement, ce sont des postes d'AFS ou d'AFSA, donc ce ne sont pas des postes diplômants. Donc, quand je suis revenue en Côte d'Ivoire en fin 2004, je suis allée faire le certificat d'études spéciales de cancérologie pour avoir le diplôme de cancérologue en 2007. Et ensuite, plusieurs sont passés, vous le verrez dans les diapositives suivantes. Et en 2015-2016, je suis venue, après avoir été agrégée en médecine, je suis revenue m'imprégner en fait de la pratique de la radiothérapie, pas thérapeute. Comprendre, c'est vrai qu'on a des formations en radiothérapie pendant qu'on fait de l'oncologie médicale, mais réfléchir multidisciplinarité, coordination. Et voilà, donc j'ai passé cette période 2015-2016 à l'Institut de radiochirurgie Hartmann de Levallois-Perret. Et puis en 2016, passionnée d'innovation et de biologie moléculaire en cancérologie, de tout ce qui est séquençage, je me suis inscrite à Paris au DU de médecine moléculaire en cancérologie que j'ai obtenu. Au niveau hospitalo-universitaire, en Côte d'Ivoire, quand on veut être enseignant-chercheur, il faut passer par le concours d'internat, comme en France. Le concours d'internat comme en France. Après, je ne sais pas trop en France pour la carrière hospitalo-universitaire, mais le concours d'internat que nous passons est quasiment le même que celui qu'on passe en France, sauf que nous, on n'a pas le système des quotas. Voilà, c'est par ordre de mérite qu'on est admis. Donc, j'ai été interne des hôpitaux en 97, ensuite assistant-chef de clinique en 2002, quand je suis partie à Tours, justement. Et 2008, maître assistant, 2012, professeur agrégé du CAMES. Le CAMES, c'est le concours africain malgache de l'enseignement supérieur.
Donc, c'est le concours, je dirais, régional, mais qui permet aux Africains, en fait, francophones, d'être professeurs agrégés. Et en 2019, je suis passée professeur titulaire de cancérologie. Dans notre système universitaire, c'est la dernière marche, en fait, des enseignants-chercheurs. J'ai bénéficié parallèlement, tout ça, de formation pédagogique, notamment souhaitant justement faire la carrière universitaire, de formation pédagogique des enseignants de niveau 1. J'ai été je suis formateur national et africain en soins palliatifs, formateur également en prise en charge de la douleur en cancérologie et utilisation de la morphine. J'ai participé à plusieurs formations de recherche parce que justement, je m'y intéresse. Je m'intéressais à la recherche et je pars du principe de la cancérologie sans recherche, c'est un peu quand même difficile à concevoir. J'ai fait plusieurs stages d'apprentissage, notamment à Tours, en oncologie médicale et maladies du sang, en oncologie et radiothérapie, en soins palliatifs également en Ouganda et dans d'autres pays. Je n'ai pas mis tous les détails. Et je réalise plusieurs activités d'enseignement à plusieurs niveaux à la faculté de médecine. En prédoctoral, en 3e, 4e et 6e année de médecine, j'ai 10 heures de cours par an en cancérologie et maintenant en plus 6 heures de cours par an en soins palliatifs. J'encadre également avec l'équipe les étudiants en médecine en stage. Et puis en formation continue, je m'occupe de l'encadrement de certains infirmiers et des médecins en spécialité, mais je participe également à des activités de formation en soins palliatifs. Je suis notamment dans le groupe national de travail de mise en place des soins palliatifs. À ce titre, on a rédigé plusieurs manuels de formation et on a formé des prestataires en soins palliatifs. Et je m'occupe également de l'enseignement sur la douleur en cancérologie. Voilà, dans notre parcours pour devenir enseignant-chercheur, je pense que ça doit être la même chose en France. Nous devons démontrer aussi notre appartenance à des sociétés scientifiques et les travaux que nous y produisons. Donc, au niveau national, je suis membre de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine, entre autres, et au niveau régional, de la plus grande association africaine de recherche et d'enseignement sur le cancer. Et j'appartiens à plusieurs associations que vous voyez, je ne vais pas les lister toutes vu le temps qui m'est imparti, mais je voudrais juste préciser, Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer, c'est une association que j'ai créée avec des membres de la société civile et que je préside. Et l'association franco-africaine de cancérologie, c'est une association que nous avons créée, pour ceux qui le connaissent, avec Dr Alain Toledano, avec qui j'ai été interne à Tours. Il en est le président, il est à l'Institut de radiochirurgie Hartmann et j'en suis la secrétaire générale. C'est une association qui permet à tous les cancérologues africains de se réunir et de partager les expériences justement des équipes en Occident, notamment en France. Il n'y a pas que des cancérologues médicaux, radiothérapeutes, il y a également toutes les personnes qui s'intéressent à la cancérologie. Le challenge, j'ai entendu Caroline Champenois tout à l'heure qui parlait désolée si je me trompe un peu, mais j'ai vu qu'elle a fait un lien en fait du challenge entre être femme scientifique et gérer par exemple le fait d'avoir des enfants et tout ça. Ce challenge, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, en tout cas ce challenge il est le même partout. En milieu professionnel, on l'a surtout en Afrique quand on est face à des collègues hommes. On l'a également en famille avec l'époux, le conjoint ou les enfants ou la famille élargie parce qu'à certains moments de préparation de certains concours ou de certains défis de notre carrière scientifique, on n'est pas forcément très souvent présent, mais on s'organise de manière assez adéquate. En société aussi, parce qu'en Afrique, on a beaucoup d'activités communautaires. Et donc, quand on commence à ne plus vous voir aux activités communautaires, si vraiment vous en tenez compte, vous risquez de faire prendre un coup à votre carrière scientifique. Il faut savoir vraiment trouver le juste milieu et savoir dire non quand il faut dire non et savoir déterminer les priorités. C'est vraiment important d'être accompagné, surtout dans notre contexte. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau familial. Parce que je vous donne un exemple, quand je partais en stage de spécialisation, parce que
quand on est en Afrique, la difficulté, c'est que pour évoluer dans la carrière scientifique et universitaire, il faut aller faire des stages en Occident. Je pense qu'en France, vous ne le sentez pas trop parce que vous avez déjà tout, vous n'avez pas besoin de partir, mais nous, on est obligé de laisser la famille 1 an, des fois 2 ans, sinon plus. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de chance. On leur demande de faire des choix entre la famille et leur carrière. Moi, je n'ai pas eu ce choix à faire, Dieu merci. Quand je suis partie en France, mes filles, elles avaient 2 ans et 4 ans. Aujourd'hui, elles ont 24 et 22 ans. Et elles sont parties avec moi, en fait. On a pu partir en famille. Et ça aussi, c'est un élément important dans le parcours d'une femme scientifique en Afrique. C'est un élément important à prendre en compte. Et donc, je suis revenue, j'ai fait mon petit bout de chemin. Et lorsque je suis revenue de Tours, quand je vous ai dit que de 2015 à 2016, j'étais allée pour m'imprégner de la pratique de la radiothérapie, en plus de mon statut de professeur agrégé d'oncologie médicale que j'avais obtenu en 1992. J'ai eu l'honneur en 2017 de m'entendre dire que j'avais été choisie pour diriger le premier centre de cancérologie publique de Côte d'Ivoire. On avait des services de cancérologie au sein des hôpitaux, on les a toujours, mais un centre public uniquement dédié à la prise en charge des personnes atteintes de cancer, qui de surcroît héberge le premier service de radiothérapie, donc un centre qui fait de l'oncologie médicale et de la radiothérapie. J'ai eu l'honneur d'en avoir la direction. Et qu'est-ce qui a été fait dans ce centre-là? Ça me permettra également de vous montrer, après le parcours académique que j'ai eu, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre en pratique justement pour la population. Donc, je rappelle ici juste que, excusez-moi, je rappelle sur cette slide juste que le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place une politique, une politique visant à lutter efficacement contre le cancer depuis la sensibilisation, pardon, je sais pas ce qui se passe, désolé. Depuis la sensibilisation et la prévention, jusqu'au traitement en passant par le diagnostic, l'accessibilité financière aux soins anticancéreux, la formation et la présence des cancérologues africains, tant bien que mal, sur l'échiquier international. Et en Côte d'Ivoire, il y a eu 2 étapes. On peut parler de 2 étapes dans la lutte contre le cancer. Il y a l'étape avant 2017 et il y a l'étape après 2017. Donc, il y avait plusieurs activités de cancérologie. Je ne vais pas les lister, vous les voyez sur la plaque, aussi bien en termes de cancérologie adulte que de cancérologie pédiatrique, aussi bien en termes de prise en charge des tumeurs solides que d'hématologie. Nous avons également un programme national de lutte contre le cancer. Et après 2017, il y a eu le renforcement de l'offre de soins en cancérologie, notamment avec la création de plusieurs hôpitaux et d'autres plateaux techniques publics et privés de diagnostic. Mais je m'attarderai sur l'hôpital que je connais et que je dirige, qui est le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Donc, c'est un hôpital que vous voyez en vue de haut, à gauche. Ça, c'est la vue de la cour. C'est un hôpital qui a été inauguré le 18 décembre 2017 par le président de la République de Côte d'Ivoire et qui est pavillonnaire, qui abrite 4 bâtiments, dont 3 qui sont destinés aux soins. Quel plus cet hôpital a apporté dans la prise en charge du cancer? C'est d'abord le fait qu'il soit public. Donc, il est ouvert à tous et c'est le fait d'avoir un hôpital uniquement destiné aux personnes touchées par le cancer et de surcroît autonome dans sa gestion. Donc, avec un budget qui permet, en fait, chaque fois qu'on veut mettre en place des innovations, on les soumet à notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé, et c'est beaucoup plus facile de mettre ces choses en œuvre, aussi bien au niveau des soins, de la recherche que de l'enseignement, parce qu'on est autonome. D'une part, parce que notre activité n'est qu'une activité de cancérologie, et d'autre part, parce qu'on a un budget qui nous permet de fonctionner. Donc, ça, c'est juste une image de l'inauguration que vous voyez avec le président de la République.
Donc, à notre centre, nous avons 171 acteurs, que ce soit des acteurs purement de santé ou des acteurs administratifs. Et sur cette plage, par exemple, vous voyez un médecin, une assistante sociale, un technicien biomédical, le kinésithérapeute, c'est vraiment toute une équipe. Et c'est un cadre de prise en charge agréable. Ça peut peut-être paraître surprenant pour vous qu'on présente un cadre de prise en charge agréable, mais pour un hôpital en Afrique, c'est important. C'est important parce qu'on a toujours tendance à voir ou à montrer des hôpitaux avec des salles d'attente qui ne sont pas confortables, qui sont, voilà. Et là, on a un hôpital public avec des salles d'attente qui sont confortables, des salles de consultation qui sont bien équipées. On a vu le climat chez nous, c'est quasiment en permanence la chaleur. Donc, on a un hôpital qui est entièrement climatisé, les salles d'attente, les salles de consultation. On a un plateau technique de radiothérapie. Comme je vous disais, la Côte d'Ivoire n'avait pas de radiothérapie jusqu'en 2017. Et donc là, on a un plateau technique de radiothérapie avec un scanner de simulation, une salle de planification et de l'INAC avec la technologie 3D. Initialement, l'hôpital a été ouvert avec la technologie 3D. Des moyens de contention, comme vous le voyez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est des choses que vous connaissez. Et puis, un plateau technique de curithérapie à haut débit. Et nous avons fait une nouvelle acquisition, c'est celle de la technologie RapidArc. Nous avons upgradé un de nos plateaux techniques, un de nos LINAC qui était initialement 3D. Et le lancement de l'activité avec le RapidArc est prévu pour décembre 2022. On aura d'ici quelques jours l'autorisation de notre autorité de régulation. C'est cette autorisation que nous attendions et ils étaient même dans notre hôpital ce matin à cet effet. Nous avons également, en plus de la radiothérapie, une unité d'oncologie médicale avec 10 lits dans 2 chambres individuelles et 8 lits dans une grande salle, mais avec des box qui sont bien individualisées par des paravents. Nous avons un laboratoire avec une unité d'immunohématologie, une unité de biochimie et une unité de microbiologie. Nous avons une pharmacie. Et nous avons développé ce qui existait très peu en Côte d'Ivoire. Ce sont les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont habituelles en France, mais qui ne sont pas encore rentrées dans la pratique de plusieurs cancérologues en Afrique. Et nous avons une des particularités, c'est que dès l'ouverture, nous avons développé les RCP dans notre hôpital. Notamment, bon là, c'est la RCP gynécologie, mais nous avons des RCP en onco-urologie également et des RCP en neuro-onco. Et nous nous apprêtons à ouvrir la RCP en ORL et tout ce qui est tumeur maxillo- et cervico-faciale. Donc, ça, c'est quelques images des RCP. Ça, c'est une RCP d'uro, une RCP de gynéco ici, avec un gynécologue qui forme. Et en fait, l'avantage, c'est que les médecins qui adhèrent viennent de plusieurs hôpitaux dans notre hôpital pour conduire les RCP. Nous organisons également des formations continues, des partenariats. Là, par exemple, nous étions en formation avec les anapathes, les médecins nucléaires, les oncologues, et nous avions une équipe de l'Institut de radiothérapie, justement, Hartmann, qui était présente dans le cadre d'un partenariat. Nous faisons également beaucoup de formations continues. Là, par exemple, nous avons, pour ceux qui connaissent, comme je ne connais pas le profil de tous les participants, s'il y a des oncologues médicaux, nous avons du Perjeta qui est disponible au CNRAO. Et donc, dès qu'on l'a eu de disponible, on a organisé une formation continue. Voilà. Et on venait de nous présenter une étude sur un biomarqueur. Nous avions intégré l'étude, donc nous faisions également la formation sur ce biomarqueur à nos équipes. Nous avons également développé une innovation en cancérologie dans notre pays, c'est la téléconsultation en cancérologie, en collaboration avec une université chez nous, qui est l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que nous avons développé pendant la période de la COVID, mais qui permet justement aux patients, comme toute téléconsultation, de rester chez eux et nous au centre, et ça nous permet de répondre à leurs préoccupations dans la limite de ce qui est faisable au cours d'une téléconsultation. Une autre innovation concernant l'Afrique noire et concernant la Côte d'Ivoire, c'est l'unité d'accompagnement que nous avons mise en place. Nous sommes le
d'Afrique noire francophone en tout cas, qui a en son sein une unité d'accompagnement avec de la psychologie, de la socio-esthétique, de la tricologie. En socio-esthétique, nous faisons de la tricologie et des soins d'esthétique et nous faisons également des activités sportives. Nous avons initié des groupes de parole. Ils avaient déjà été initiés dans l'association que j'avais eu l'honneur de créer et on a souhaité que ce soit ouvert dans le cas d'un hôpital à tout le monde. Et donc, nous organisons des groupes de parole avec une psychologue et un médecin pour répondre aux questions d'ordre médical. Nous avons une cabine d'esthétique entièrement équipée au sein de l'hôpital qui nous a été offerte par la Fondation L'Oréal à Paris, justement, fondation qui a entendu dire qu'il y avait un hôpital en Afrique noire qui organisait des soins d'esthétique et des ateliers d'esthétique pour des personnes atteintes de cancer. Et lorsqu'ils sont venus vérifier, qu'ils se sont rendus compte que l'information était juste, ils ont dit à l'État de Côte d'Ivoire, c'est un effort considérable que nous n'allons pas vous laisser poursuivre seuls. Et ils ont fait un don pour qu'on puisse équiper entièrement une cabine d'esthétique. Donc, ce sont les images que nous vous montrons de cette cabine. Et nous avons organisé la première formation en socio-esthétique en cancérologie. Et à travers cette formation, c'est notre hôpital qui a eu l'honneur d'offrir, si je peux m'exprimer ainsi, à l'Afrique, les 11 premières socio-esthéticiennes en cancérologie d'Afrique subsaharienne. Et ça, ce sont les termes de la Fondation L'Oréal. Et cette formation a été faite par le COGES, qui est en France la plus ancienne école de socio-esthétique. Voilà, là, ce sont des images que nous vous projetons avec l'autorisation des patientes. C'est des ateliers avec des personnes touchées par le cancer. Et là, ce sont des images de personnes quand elles rentraient dans l'hôpital, avant, pendant qu'elles sont à notre cabine d'esthétique et comment elles en ressortent. Voilà, donc c'est des choses qui leur font du bien. C'est assez particulier parce qu'en Afrique, les patientes et les patients aussi qui ont quelques problèmes esthétiques avaient tendance à se sentir rejetés parce que c'est des besoins humains, mais dont les acteurs de la lutte contre le cancer ne tenaient pas vraiment compte. Donc, pour l'Afrique, c'est vraiment une innovation et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux patientes. Et nous en avons fait un couloir et qu'elles-mêmes, elles ont appelé le couloir, la galerie Vie Espoir de l'hôpital, pour dire à tous ceux qui passent, regardez, nous, on est comme vous et il ne faut pas baisser les bras. Parce que ce qui est important aussi que je vous dise, c'est que autant en France, avoir un cancer n'est pas forcément une fatalité pour la population, autant en Afrique, avoir un cancer, c'est une fatalité. Donc, il y a des approches qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont une importance capitale dans la vie des personnes qui ont le cancer. Voilà, nous organisons également des activités sportives. Nous avons dans le temps organisé des activités pour la lutte contre la COVID-19. Et vous serez peut-être surpris de voir une plaque sur les différents types de paiements, mais c'est parce que dans notre pays et dans plusieurs pays d'Afrique, on n'a pas comme en France la sécurité sociale où personne ne paye rien quand il a un cancer. Chez nous, les personnes payent leurs soins. C'est vrai qu'ils sont subventionnés parce que quand c'est des hôpitaux publics, mais c'est les personnes qui payent leurs soins, les personnes ou leurs familles. Quand elles sont assurées à 100%, c'est les assurances qui prennent en charge. Quand elles ne sont pas assurées à 100%, elles vont payer leur ticket modérateur. Et donc, il y a une démarche qui a été faite dans cet hôpital par l'État de Côte d'Ivoire, c'est qu'aucun traitement n'est retardé par manque d'argent ou par insuffisance d'argent. Les gens peuvent après payer à leur rythme en fonction de leurs possibilités. Ça aussi, c'est une innovation dans la prise en charge des cancers en Afrique. Et du coup, ça permet que personne ne décède parce qu'il n'a pas eu d'argent pour pouvoir, ou n'a pas eu l'argent à temps pour pouvoir acheter ses médicaments ou faire de la radiothérapie. Et pour ceux qui connaissent le laboratoire Roche, pour ceux qui sont dans l'oncologie médicale ou même dans l'oncologie radiothérapie, le laboratoire Roche a développé des thérapies ciblées qui ont bouleversé l'évolution, en tout cas positivement, de plusieurs cancers, mais avec des coûts très élevés et que vous voyez ici, en fait, je les ai traduits en euros. Et ces médicaments, l'État de Côte d'Ivoire a fait un partenariat avec le laboratoire Roche et ces médicaments sont gratuits en Côte d'Ivoire pour les personnes non assurées, leur permettant justement de pouvoir faire face à leurs soins. Voilà, notre hôpital a eu l'honneur en 2019 d'avoir le prix d'excellence du meilleur établissement de santé de Côte d'Ivoire. Et ces images, c'était avec le président de la République, au milieu avec Feu, le Premier ministre dans le temps, et avec le ministre de la Santé de cette année également.
Quels ont été les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge, notamment des cancers du sein? Lorsque j'échangeais avec Camille tout à l'heure encore, on disait c'est vrai qu'on a montré un parcours de femmes scientifiques. On a montré ce que l'hôpital que j'ai l'honneur de diriger fait, mais je ne le fais pas seul, je le fais en équipe. Donc, c'est l'occasion pour moi aussi de remercier au travers de votre webinaire toute l'équipe en fait du CNRAO, mais également toutes les autorités de notre pays qui nous donnent en fait les moyens de pouvoir travailler et surtout qui nous permettent, chaque fois qu'on a une innovation, de la mettre en œuvre. Voilà. Et quels sont les résultats que nous avons obtenus? Le temps ne permettant pas de présenter plusieurs études, je voudrais présenter l'étude la plus récente qui est que nous avons présentée à nos autorités justement. Après 4 ans et demi de fonctionnement, qu'est-ce que nous avons obtenu, notamment dans la santé des personnes atteintes de cancer du sein? Et donc, sur plus de 7400 personnes que nous avions traitées dans cet hôpital, je répète, qui est public et qui est un hôpital d'Afrique subsaharienne, sur plus de 7400 personnes que nous avons traitées, il y en a eu 1179 du 25 janvier 2018 au 31 mars 2022 atteintes de cancer du sein, dont 3 hommes. Et nous nous rendons compte qu'il y a très peu de personnes qui ont les moyens financiers. 6% des personnes avaient un niveau socio-économique élevé et les autres, niveau socio-économique moyen et bas niveau socio-économique constituait, merci, le plus grand nombre de patients, justement. Et vous vous rendez compte avec moi que très peu de patients étaient découverts à des stades précoces. Stade 1 et 2, seulement 20% des patients, et des stades localement avancés, 80% des patients. Mais ce que je voudrais vous faire relever, c'est que c'est vrai qu'il y a très peu de patients au stade 1 et 2, mais il y en a beaucoup plus qu'avant l'ouverture du centre. Parce que malheureusement, en Afrique, les gens ont tendance à venir tard, mais la tendance est en train de changer. On a encore beaucoup de chemin, mais la tendance est en train de changer. Et donc, à tout stade confondu, on s'est rendu compte de l'évidence qui est connue, c'est que les personnes qui venaient à des stades précoces avaient une survie qui était meilleure, justement, une médiane de survie qui était meilleure à celle des personnes qui étaient venues à des stades avancés. Mais ce dont nous nous sommes rendus compte dans notre pays, c'est qu'avec les personnes qui se sont traitées dans notre hôpital, leur suivi à 3 ans était de 63,3% versus 51,2% dans tout le pays en 2012 et 2013, montrant que l'avènement de cet hôpital a permis d'apporter quelque chose aux personnes atteintes de cancer du sein. On continuera sur 5 ans à surveiller la survie. Une des particularités, c'est une particularité chez nous, en Afrique. Chez vous, c'est connu. En Europe et en Occident, c'est connu. Et c'est des chiffres que vous avez l'habitude de voir. Mais nous nous sommes rendus compte et on a prouvé justement à la population que quand on vous demande d'aller vous faire dépister, ce n'est pas en vain. Parce que les personnes chez qui on a découvert un cancer du sein à des stades précoces avaient une survie à 3 ans de 81%, alors que tout stade confondu, on était à 63,3%. Et lorsqu'on a comparé nos résultats à d'autres pays de la sous-région, nous nous sommes rendus compte que nos chiffres étaient plus élevés que les autres pays, mais en 2012-2013. Mais il s'agit de 2 pays qui n'ont pas de centre de lutte contre le cancer et qui traitent les cancers, mais qui sont emmenés, comme nous on le faisait également avant d'avoir le centre, à emmener des patients hors de leur pays pour avoir la radiothérapie. De ce fait, c'est conditionné par les possibilités financières. Et lorsque nous avons cherché à savoir si vraiment notre politique sociale avait un impact sur la population, nous nous sommes rendus compte que oui, avec un P à 0,1, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre des personnes non assurées, quel que soit le niveau socio-économique, montrant que la politique de dire on commence et les gens payent après à leur rythme a porté son fruit en fait au niveau de la population et seulement en 4 ans. Et donc ces résultats, on les a obtenus
parce que nous avons un plateau technique avancé, nous avons développé des actions, comme je vous ai dit, d'accessibilité financière, nous faisons de la concertation pluridisciplinaire pour sécuriser la décision de traitement et nous faisons des soins d'accompagnement qui permettent de réduire les abandons de soins parce qu'il y en a beaucoup en Afrique. Et c'est tout ça réuni, je pense, qui a permis d'obtenir les résultats que nous avons obtenus. Donc, voilà les résultats que je peux vous présenter. Nous avons également conduit notre étude sur la cytométrie de flux parce que nous souhaitons également développer la recherche dans les innovations pour nous permettre justement de déterminer des marqueurs de détection précoce de la maladie métastatique. C'est vrai que la cytométrie de flux n'est pas de pratique courante en France, mais chez nous, oui, parce que nous avons, vous l'avez vu, beaucoup de personnes qui viennent à des stades avancés avec un risque métastatique qui est plus élevé. Et on sait tous les limites des marqueurs ACE et CA15-3. Et donc, de pouvoir détecter des marqueurs et prouver que ces marqueurs-là annoncent une progression ou une récidive métastatique, ça nous permettrait éventuellement de développer des algorithmes et anticiper un certain type de prise en charge. Cette image elle regroupe en fait plusieurs photos. Les dames que vous voyez sourire là, elles sont suivies pour un cancer du sein dans notre hôpital. Et l'année dernière, elles ont accepté de poser sur des panneaux 12 mètres carrés, des panneaux d'affichage qui étaient dans toutes les villes, aussi bien dans la capitale que dans des villes hors de la capitale, avec chacune son message personnel de son vécu du cancer dans notre hôpital. Pour dire aux gens que c'est vrai, on avait une vision de la prise en charge du cancer. Quand on n'a pas d'argent, on est laissé pour compte. On n'a pas d'argent, on ne peut pas aller faire de la radiothérapie à l'extérieur. La chimiothérapie coûte cher, c'est vrai, mais des dispositions sont prises justement pour que de plus en plus le cancer soit... Vous êtes là? Oui. Vous m'entendez? Ah, d'accord. J'ai vu quelque chose apparaître sur mon écran, je pensais que j'avais été déconnectée. Voilà, et donc, quand les gens voyaient ces images, on avait de plus en plus de personnes qui venaient se faire dépister parce que les gens n'ont plus peur aujourd'hui de venir se faire dépister parce qu'ils se disent, je viens me faire dépister, si on trouve un cancer, je ne pourrai pas me soigner. Et même si je peux me soigner, on va absolument m'enlever le sein en parlant de l'ablation et je vais systématiquement mourir. Donc aujourd'hui, le message a changé. Non, on peut en guérir quand c'est découvert tôt, on peut se soigner. Il y a une politique d'action sociale mise en place par le gouvernement. Donc tout ça réuni, dit par des femmes qui sont suivies dans l'hôpital, ça a encouragé des gens à venir faire leur dépistage. Voilà. Donc, je disais aussi que il est important pour nous de développer de continuer à développer tout ça, de développer également la recherche. Mais je voudrais m'arrêter là parce que je pense que le temps qui m'est imparti est arrivé. Je pense, malheureusement, je n'ai pas chronométré. Mais je voudrais finir en disant que l'État de Côte d'Ivoire est résolument engagé dans la lutte contre le cancer et dans le développement des innovations. Si les échanges le permettent, je pourrais vous en dire plus. La place des femmes est reconnue non seulement en sciences, mais également dans les responsabilités administratives. En témoigne l'honneur que j'ai eu parce que c'était un nouvel hôpital. Il y avait des appréhensions sur comment il va être géré. Mais l'État a accepté de mettre une femme à la tête de cet établissement. Et j'en suis très reconnaissante. La création même de notre hôpital avec son plateau technique, le confort pour les patients a été une innovation de plus qui a démontré la volonté politique de l'État de développer la lutte contre le cancer. Un deuxième centre est en construction, encore plus grand que le nôtre. Un projet de construction d'hospitalisation de notre hôpital est également en cours, qui normalement doit commencer avant la fin 2022. Et nous sommes ouverts à toute collaboration extérieure, non seulement en formation, en recherche, mais également en soins. Nous voulons assurer la continuité de la qualité de service qu'on nous reconnaît dans notre pays. Nous voulons développer divers axes de recherche, notamment en cancérologie spécifique, mais également en accompagnement. Et nous avons des projets de formation d'attachés de recherche clinique parce que nous voulons vraiment développer un département de recherche. Nous avons, entre autres,
c'est vrai, upgrader notre plateau technique de radiothérapie, mais nous continuons d'upgrader également les équipements au niveau du laboratoire. Par exemple, nous sommes en cours d'acquisition d'un équipement GenExpert pour le test HPV et qui nous permettra après de développer des activités éventuellement de biologie moléculaire. Mais nous sommes ouverts vraiment à toutes sortes de collaborations parce que nous croyons au fait que le cancer peut se guérir et ce n'est pas seulement ailleurs. C'est possible en Afrique quand il y a de la volonté politique, quand il y a des compétences. Et dans notre pays, nous avons de la volonté politique, nous avons les compétences et nous sommes disposés à tout projet de collaboration. Je finis en vous montrant les images de notre futur centre de nutrition dont la première pierre a été posée par notre Premier ministre le 6 octobre dernier. Et c'est un centre de nutrition qui sera au sein de l'hôpital. Et je voudrais vous remercier de votre attention. Merci.